Permettez-moi, s'il vous plaît. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le stress parental et la fatigue émotionnelle. Nous voulons reconnaître les signes d'alerte et prévenir les gestes impulsifs liés au surménage et à la solitude parentale, dans le but d'éviter des conséquences qui peuvent notamment arriver dans nos familles pour ceux des parents qui sont sur le territoire canadien, notamment au Québec. Une des raisons qui nous a fait lancer ce projet du jardin des parents, c'est le taux de signalement dans les familles afrodescendantes au Québec, le taux de signalement à la direction de la protection de la jeunesse. La direction de la protection de la jeunesse est un organisme du système public qui veille à la sécurité et au développement des enfants. Il s'appuie sur une loi particulière appelée la loi de la protection de la jeunesse, une loi parfois méconnue par les parents qui immigrent au Canada. Notre but, après avoir observé que les taux de signalement des personnes afrodescendantes augmentaient de plus en plus et que nos enfants étaient parfois enlevés et placés dans d'autres familles parce qu'on accusait des parents de négligence, de toutes sortes de choses, en tout cas des motifs de compromission qui sont reprochés dans la loi de la protection de la jeunesse. Nous sommes dit en nous-mêmes que très souvent, c'est une question de méconnaissance. Nous ne nous réunissons pas ici pour juger la loi. Nous ne nous réunissons pas ici pour dire si la loi est juste ou si elle est injuste. Nous nous réunissons parce que peu importe ce que la loi est, elle s'impose à nous, tant que nous vivons sur le territoire canadien. Et puisqu'elle s'impose à nous, même si nous ne le voulons pas, nous avons le devoir de nous éduquer pour ne pas être frappés par cette loi. Il y a place à l'éducation, il y a place à la sensibilisation, il y a place au soutien mutuel. Et ça, c'est une des raisons qui a fait que le jardin des parents voit le jour. La deuxième raison qui a fait que le jardin des parents voit le jour, encore une fois, c'est les statistiques au niveau des taux de divorce dans les familles afrodescendantes. Et on s'est dit, s'il y a trop de divorces, si le taux est croissant dans les familles afrodescendantes, il y a certainement quelque chose qui ne fonctionne pas. Encore une fois, nous croyons qu'il y a de la méconnaissance quelque part, même si parfois il y a des foyers où c'est vraiment nécessaire pour la femme ou l'homme de se séparer pour se sauver la vie. Mais tous les cas de séparation ne sont pas toujours des foyers qu'il fallait briser. Parfois, c'est des cas de méconnaissance, c'est des cas de manque de connaissance, j'allais dire. Et nous sommes ici pour partager nos expériences. Nous n'avons pas le monopole du savoir. Nous croyons que c'est assez participatif, toutes les activités que nous donnons ici. Mon époux et moi, qui sommes des intervenants pour ce jour, sommes époux depuis 32 ans. Nous avons des enfants adultes. Chez nous, 4 de nos enfants sont adultes. Nous n'avons jamais été signalés à la DPJ. Nous n'avons pas eu de problème de couple et nous nous disons qu'on a quelque chose certainement à partager. En dehors de ça, je suis intervenante psychosociale, travailleuse sociale inscrite à l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugués et familiaux du Québec. Je suis aussi coach parental, et coach en leadership certifié de la Maxwell Leadership. Et je me dis, ces connaissances professionnelles, c'est quand même quelque chose à partager pour soutenir notre communauté. Le jardin des parents, ce sont des activités 100% subventionnées par le réseau Ta Seconde Chance International. Vous ne payez pas pour participer à ces activités. C'est complètement subventionné. Eh bien, je vais vous parler qui sommes-nous comme organisation. Nous sommes le réseau Ta Seconde Chance International, RTSCI. Nous sommes une organisation philanthropique qui travaillons en coopération internationale. Notre mission a 2 pans. Sur le plan international, nous intervenons auprès des enfants et des femmes en condition de vulnérabilité, notamment dans les orphelinats. Nous parrainons des orphelinats en Afrique. Nous sommes situés actuellement dans une dizaine de pays d'Afrique et pour une intervention quotidienne dans la vie de plus de 950 enfants
et bientôt plus de 1200 enfants parce que nous allons ajouter 300 enfants ce mois de décembre dans le pays, le Togo. Voilà. Et cette organisation œuvre vraiment au quotidien dans la vie des enfants. Pourquoi? Parce que nous plaçons des cuisinières, des personnels d'aide aux devoirs, des éducatrices, des ménagères pour ces enfants-là et qui travaillent pour les enfants tous les jours, raison pour laquelle nous parlons d'une intervention quotidienne dans la vie de ces enfants. Depuis, cette activité, le réseau Ta Seconde Chance International existe depuis 2021. Ici au Canada, avant que le taux des divorces et le taux des signalements ne deviennent un objet statistique criant, nous nous occupions plus des sans-abri au travers du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe au Québec. Mais nous nous sommes repositionnés sur les familles avec ces taux de divorce et nous voulons aider les familles, d'où la création de notre cellule, le Jardin des parents. Dans le jardin des parents, nous donnons ce genre d'activité 2 fois par mois, 2 jeudis par mois, on va dire un jeudi sur deux. Et nous nous rencontrons en présentiel dans une des villes du Canada, du Québec, aux 3 mois. Nous nous rencontrons en présentiel avec des couples pour édifier des couples parce que nous savons qu'il y a une grande corrélation entre la violence conjugale, la séparation des couples et les signalements à la direction de la protection de la jeunesse. Autre service que nous disposons pour vous, c'est le service du Centre d'écoute Renaître. Au sein du réseau Ta Seconde Chance International, nous travaillons à la santé psycho-émotionnelle des personnes. C'est un service offert, totalement subventionné, un centre d'écoute qui est disponible, je crois, 4 jours par semaine, qui donne des services 4 jours par semaine. Pour les personnes déprimées, anxieuses, stressées, le centre d'écoute Renaître est là pour vous. N'hésitez pas de requérir au service de centre d'écoute si vous avez besoin d'une écoute attentive. Quand vous passez par le centre d'écoute, vous pouvez obtenir l'intervention d'une intervenante en ligne d'écoute. Si votre situation est difficile, l'intervenante peut vous référer chez moi pour une intervention clinique. Le réseau Ta Seconde Chance International dispose aussi d'une activité spirituelle publique. Nous avons une application appelée Le Pain Matinal. Il est disponible sur Play Store. L'émission est aussi sur YouTube. C'est une application qui entraîne les personnes à la proclamation. Vous savez, parfois, nous n'utilisons pas notre bouche pour déclarer les choses sur notre vie. Cette application entraîne les personnes à la proclamation et à l'exhortation. Vous avez une petite exhortation sur la parole de Dieu d'environ 5 à 7 minutes. Ensuite, vous avez des proclamations d'environ 5 à 7 minutes aussi pour un total de 15 minutes chaque matin lorsqu'il est 4 heures à Paris et au Cameroun. Voilà. Donc, c'est disponible au Canada autour de 22 h, 23 h. Autre activité j'allais vous dire que autre activité dont je peux vous parler, c'est que je suis fondatrice de la clinique d'intervention psychosociale et du potentiel, la Charisma, située au 1660 rue Papineau à Saint-Hyacinthe, où je donne des services d'intervention psychosociale et de coaching parental, euh, comme c'est des prestations privées payées. Si vous passez par le centre d'écoute, c'est complètement offert, mais vous avez un service ponctuel. Si vous voulez des services cliniques, c'est à la clinique à Saint-Hyacinthe. Nous offrons aussi des services en ligne. Voilà. Eh bien, nous sommes les intervenants de ce soir. Papa Guy Roger et moi, c'est mon époux. Et je vais le laisser vous saluer et introduire ce temps de rencontre après cette présentation de l'organisation. Bonjour, bonjour. J'espère que l'on m'entend. Est-ce qu'on m'entend ici à la maison? Oui, Parfait. Merci, Maman Raïs. Alors, Monsieur Guy Roger,
C'est Lina, mon épouse, qui vient de vous présenter avec beaucoup de clarté les activités que nous offrons. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission de Jardin des parents, alors nous avons un thème spécial. À chaque 2 semaines, c'est pareil. Nos thèmes sont toujours spéciaux parce que la discussion, ça va chercher des personnes. Vous verrez des thèmes sur la parentalité, sur la vie de couple, sur la vie en famille, sur la vie en leadership, dans le leadership. C'est tout ce que vous aurez chez nous ici. Et ça soulève souvent beaucoup de discussions. Mais aujourd'hui spécialement, notre thème sera sur le stress parental et la fatigue émotionnelle. Bonsoir, maman Lina. Est-ce que tu vas bien? Good. Parfait. Alors, tu vas bien? C'est parfait, c'est bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, le stress parental et la fatigue émotionnelle. Je vais introduire ce thème par une petite histoire pour nous mettre dans le bain du sujet. Il s'agit d'un ami qui s'appelait Jean Brutal. Jean Brutal était un père de 3 enfants. Il aimait profondément sa famille. Mais entre la pression du travail, les soucis financiers et le manque de sommeil, il se sentait constamment débordé. Chaque petit désordre, chaque oubli d'un enfant à la maison devenait pour lui une source d'irritation. Il criait souvent, pensant que cela allait remettre de l'ordre, que ça allait remettre les pendules à l'heure dans sa famille. Au début, ses enfants obéissaient, mais par peur. Ils obéissaient, mais par peur. Mais avec le temps, les choses ont changé. Quelles sont les conséquences de ces gestes dans sa famille? Il faut admettre les gens, s'il te plaît. Quelles sont les conséquences de ces gestes dans sa famille? Alors, avec la petite histoire que je viens de vous raconter de Jean Brutal et sa famille, il se posait 3 problèmes. On sentait qu'il y avait un problème émotionnel. Ses enfants ont commencé à se replier sur eux-mêmes, vu les gestes de leur papa. Ils ont commencé à se replier sur eux-mêmes. L'aîné devenait très silencieux. La cadette pleurait facilement. Et le plus jeune faisait des crises de colère. Voyons ce que le comportement du leader familial, le père qui est le chef de famille, ce que ça peut entraîner dans la famille, des problèmes émotionnels sur les enfants. On voit ici aussi ça pose un problème relationnel. Parce qu'en fait, avec le temps, la confiance s'effritait. Les enfants évitaient des conversations approfondies avec leur père. Sa femme, elle aussi, se sentait impuissante devant le comportement de son conjoint. Le troisième problème que l'on pouvait observer dans la famille de Jean Brutal, mais il n'était pas brutal avec ses enfants, sauf qu'il était juste dépassé par ces problèmes que nous avons nommés tantôt. Il y avait un problème spirituel qui se posait aussi. Parce que Jean Brutal, croyant vraiment engagé, se rendait compte qu'il n'incarnait pas les fruits de l'esprit. Pour ceux qui lisent la Bible ici, Galates chapitre 5, verset 22. C'est rendu qu'on avait le temps qu'il n'incarnait pas les fruits de l'esprit. Il priait, mais se sentait coupable.
Un jour, après une dispute particulièrement intense, admets les gens, s'il te plaît, son fils aîné lui a dit, Papa, j'ai peur de toi. Son fils aîné, qui prend son courage à deux mains, comme on dit souvent, et dit à son père, Papa, j'ai peur de toi. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu ne m'écoutes jamais. Parce que tu ne m'écoutes jamais. Ce fut un grand choc pour Jean Brutal. Il s'est mis à pleurer. Papa s'est mis à pleurer. Il a compris que ses cris étaient le symptôme d'un mal plus profond, sa propre fatigue émotionnelle et son besoin de contrôle. Mais quand il s'est mis à pleurer, il a fait une introspection. Il a revu sa vie. Il a revu son comportement avec sa famille. Il a décidé de corriger les choses. Il a décidé de changer. Il a décidé de marquer un tournant. Il est allé suivre un atelier sur le leadership parental. Il a commencé une thérapie. Et surtout, il a réappris à écouter, à respirer et à parler avec douceur. Notre frère et ami Jean Brutal. Et petit à petit, il a instauré des temps de dialogue calme dans sa maison. Il a demandé pardon à ses enfants. Il a appris à poser des limites sans plus crier. Aujourd'hui, notre ami Jean Brutal peut me dire, il me l'a dit, le vrai leadership parental, Papa Guy Roger, c'est d'être un refuge et non d'être une tempête pour ceux qui sont autour de toi. Voilà le jalon planté, Maman Lina, pour t'aider, pour nous aider à entrer dans notre vif du sujet, le stress parental et la fatigue émotionnelle. Je te repasse le micro. Eh bien, merci beaucoup. Et voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se reconnaissent dans cette histoire, ou partiellement ou totalement, ou qui reconnaissent un frère, une sœur, qui pourrait se reconnaître dans cette histoire? Marquez-moi deux en commentaire. Partiellement ou totalement, ou qui connaît au moins un frère ou une sœur parent qui pourrait se reconnaître dans cette histoire de crise relationnelle due à la fatigue émotionnelle, de personnes qui entrent en colère rapidement. Il y a juste une personne ici qui a déjà vu des choses comme ça. Je veux juste voir si c'est un sujet qui nous concerne. C'est pour ça que je demande. On a deux personnes. Alors, même si ce n'est que pour ces deux personnes, on va voir cet atelier ce soir, bien évidemment. Je vais remettre mon montage de ce soir et on va introduire l'enseignement sur la fatigue émotionnelle que je crois nous concerne parfois tous en tant que parents. Alors, bonsoir à tous à nouveau et bienvenue dans notre atelier, le jardin des parents. Ici, c'est un espace où l'on parle vrai, où l'on dépose les masques. On ne fait pas semblant. On dépose des masques et on se dit des choses telles qu'on les vit. On se dit des choses telles qu'on les constate. Je vais vous partager des choses tantôt
en fonction de ce que j'observe en clinique, tantôt en fonction de peut-être ce que j'ai vécu moi-même. Alors, on dépose les masques, on apprend, on garde l'esprit ouvert, on apprend les uns des expériences des autres. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui touche beaucoup de parents, souvent en silence, le stress parental et la fatigue émotionnelle. Nous vivons dans un monde de vitesse. Qui ressent la pression parfois dans ses journées. Un monde de vitesse où on doit tout gérer. Les mamans doivent parfois se découper en 50 000 morceaux si elles n'ont pas la chance d'avoir un papa qui participe. Les mamans monoparentales, c'est une autre affaire. Elle doit être le papa, la maman, elle doit courir dans tous les sens. On doit gérer les enfants, gérer le travail, gérer la maison, gérer les finances. Oui, je parle de maman monoparentale, mais j'aimerais dire aussi parfois les mamans qui ont même des époux à la maison, en dehors de gérer tout ça à la même manière qu'une maman monoparentale, doivent gérer des crises de colère d'un conjoint parfois irresponsable. Nous bénissons la vie des conjoints responsables, n'est-ce pas? Et nous souhaitons d'en avoir nous tous dans nos maisons. Et parfois, on s'oublie complètement. On donne notre énergie jusqu'à ne plus avoir la force, jusqu'à s'oublier. Mais quand tu as tout donné, jusqu'à t'oublier, il est possible d'être surmené. Il est possible d'avoir une charge mentale importante et de perdre tes moyens. Mais la bonne nouvelle que je veux nous apporter ce soir, c'est que il est possible de prévenir le surménage. Il est possible de prévenir le burn-out. Il est possible de prévenir ce qu'on appelle la charge mentale avant qu'il ne se transforme en geste impulsif, en colère, en découragement, avant que ça ne se transforme en quelque chose de nuisible pour nos enfants et que ce soit possible de créer, hein, de subir des signalements à cause de notre propre comportement, des signalements ou à la direction de la protection de la jeunesse, notamment ici au Québec. J'ai dit c'était quoi la direction de la protection de la jeunesse au départ, à l'entame de mes propos ce soir. Alors ce soir, nous allons travailler sur trois choses. Premièrement, reconnaître les signaux d'alerte de la fatigue émotionnelle, comprendre leurs causes et mettre sur pied des stratégies concrètes pour prendre soin de soi en tant que parent. Nous croyons qu'un parent qui qui se recharge en énergie, qui prend soin de lui-même, devient un parent disponible et plus doux. Mais parfois, c'est prendre ce soin de nous-mêmes qui est la chose que nous négligeons. Vous savez, c'est parfois très facile pour le parent de jouer au sauveur. Jouer au sauveur, être disponible pour tout le monde, pour l'époux, pour son épouse, pour les enfants. C'est facile pour la grande famille. Nous savons, nous sommes afro-descendants ici dans ce Zoom, presque tout le monde. Et nous savons quelle est notre réalité culturelle. Parfois, ce n'est pas juste notre petite maisonnée qui pèse sur nos épaules, c'est la famille, les cousins, les tantes, les parents, et ainsi de suite. Parfois, on accepte tout cela et on porte sur nos épaules, on joue au sauveur. Mais parfois, je dis à un parent que certains oui que tu donnes aux gens ne sont que l'expression de la dépendance affective. Ça exprime ta peur de ne pas être aimé, ta peur de ne pas être admiré, ta peur de ne pas être considéré, ta peur de ne pas être apprécié parfois. Et dans cela, tu t'oublies. Alors,
il est bon de comprendre le stress parental. Je voudrais dire tout en partant que le stress parental n'est pas de la faiblesse. Parce qu'encore une fois, nous sommes de ceux qui pensons, en tant qu'afro-descendants culturellement parlant, qui pensons qu'il faut être fort, la femme forte, l'homme qui ne pleure pas. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ce n'est pas faible. Une femme doit être forte, puissante, hein, tout faire. Nous pensons parfois comme ça. Mais lorsque tu te sens fatigué, j'aimerais te dire que ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal d'alarme que ton corps et ton cœur t'envoient pour te dire je n'en peux plus. Lorsque tu te sens épuisé, c'est un signal que ton tableau de bord, qui est ton corps, t'envoie. Tu sais, quand tu conduis la voiture et que tu manques d'essence, ton tableau de bord te montre un signal pour te dire que cette voiture n'a plus d'essence. Lorsque ton moteur est en panne, ton tableau de bord te montre un signal pour te dire que ton moteur va moins bien, tu devras aller au garage. Mais ton corps, lui, envoie les signaux de la même manière que ta voiture. Lorsque tu sens une certaine fatigue, un certain manque, c'est-à-dire tu perds le goût de faire des choses que tu faisais naturellement, ce n'est pas de la faiblesse. Ne te cache pas sur la pseudo-considération de femmes africaines fortes, de papas qui ne pleurent pas, des hommes forts. C'est un signal d'alarme que ton corps t'envoie pour te dire, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin que tu prennes soin de moi. Souviens-toi que même les machines ont besoin de maintenance. C'est quand la dernière fois, en tant que parent, que tu as arrêté pour la maintenance, que tu as arrêté la machine que ton corps représente pour en assurer la maintenance. Là, je vous parle au travers d'un ordinateur. Si je l'utilise à l'infini sans maintenance, eh bien, ça va me lâcher. Si je ne recharge pas ma batterie, ce Zoom va s'arrêter tout de suite. Notre corps a parfois besoin de recharge. Alors, cette surcharge apparaît quand les demandes de la vie dépassent nos ressources physiques, nos ressources émotionnelles et mentales. Et j'aimerais juste avoir une pensée pour ma mère lorsque je parle d'un tel sujet. Je suis la fille d'une maman qui a trop porté sur ses épaules en son temps, qui s'est laissé marcher dessus, élite de son temps, qui a connu un surménage sans soin sur une longue durée et qui s'est dégénéré en maladie mentale. Puis, quand c'était déjà chaotique, elle a été malade pendant 35 ans jusqu'à sa mort. J'ai attendu 35 ans, espérant que ma mère guérisse pour que je vive une relation mère et fille avec elle. Mais je n'ai pas eu sa guérison. Elle n'avait pas pris soin d'elle à un certain moment. Elle avait tout porté. Elle avait tout pris sur elle, même ce qu'il ne fallait pas. Voilà pourquoi, quand je parle des problèmes de santé mentale, je me sens émue, je me sens touchée et je ne souhaite ça à personne. Alors, quand les demandes dépassent vos forces physiques, émotionnelles, mentales, il faut marquer une pause. Il faut vous faire du bien. Quand vous en avez tellement que vous manquez de sommeil, trop de responsabilités,
vous n'avez pas de soutien ou simplement vous avez juste le ressenti d'une charge invisible qui pèse sur vos épaules. Vous n'avez pas non plus la connaissance pour pouvoir vous discipliner, vous organiser. Vous ne connaissez pas le leadership parental pour pouvoir vous gérer comme il faut et gérer tous ceux qui sont sous votre leadership dans votre maison et dans votre famille. Quand vous manquez ces connaissances et que vous sentez que tout pèse sur vous, un temps d'arrêt, prendre des bonnes décisions, d'aller chercher le soutien, d'aller chercher la connaissance pour mieux vous organiser. C'est le cas de Jean Brutal. Oui, c'est justement le cas de ce monsieur qu'on a mis qu'on a raconté pour mettre la table. C'est ce cas-là. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde un peu les signes. Parce que parfois, nous avons ces signes et nous les minimisons et nous simplifions et nous ne prenons pas soin de nous. Nous traversons ce signe-là, notamment en Occident. Je veux parler à mes frères et sœurs qui sont en Occident. Vous savez, en Occident, nous avons peu de soutien familial. Nous avons peu de distraction. C'est-à-dire, le poids émotionnel ne dépend pas parfois de ce que nous avons. Nous ne manquons pas, nous ne dormons pas affamés, mais parfois ceux qui dorment affamés au village, dans l'arrière-pays, sont plus heureux que nous. Ils rient chaque jour, ils s'amusent, mais nous vivons sous un stress énorme. Le stress des factures, le stress des enfants. Il n'y a pas parfois de grands-parents pour nous aider. Les mamans qui vont aller travailler la nuit comme infirmières. Le stress de devoir laisser les enfants. Le stress, la peur même de vivre sous le poids d'un signalement. Le stress est énorme. Et il faut reconnaître les signaux d'alerte. Au niveau physique, vous allez constater quoi? La fatigue constante. Quand vous êtes constamment fatigué, quand vous dormez partout, ou alors vous manquez de sommeil totalement, c'est les extrêmes. Soit vous dormez trop, soit vous manquez totalement de sommeil. Quand vous avez des maux de tête fréquents, ça survient, ça n'a pas été toujours comme ça. Vous sentez que c'est-à-dire vous déclenchez la colère en cas de tour. À peine, vous êtes, j'allais dire, le bon mot, c'est vous êtes irritable. Ça, c'est émotionnellement, vous êtes irritable. Il peut arriver que vous pleurez, vous réalisez que vous pleurez sur vos situations. Vous vous découragez ou vous vivez le sentiment de culpabilité, de ne pas être assez maman, de ne pas avoir assez de bonnes habiletés parentales, de ne pas être assez bon comme papa, de ne pas être assez bonne professionnelle. Parce que nous sommes à cheval entre notre professionnel, notre parental, nous-mêmes. Vous savez plus à quel sens vous vouez. Ça, c'est des signaux d'alarme. Au niveau comportemental, vous pouvez observer que vous avez tendance à vous isoler. Vous n'avez plus de temps pour appeler un ami. Même l'appel d'un ami, ça vous irrite, tellement vous en avez sur vos mains. Vous êtes impatient de plus en plus. Vous criez sur les enfants. À peine l'enfant a parlé que vous avez déjà crié. Vous transportez les problèmes issus d'une sphère de votre vie à l'autre. C'est-à-dire, si au bureau, ça n'allait pas bien, vous rentrez avec cette irritabilité à la maison ou bien vice-versa. Et si l'enfant vous a dit quelque chose qui n'était pas correct, cette irritabilité se retrouve dans une conversation avec l'époux et vice-versa. Quand vous observez cela, quand vous observez qu'au-delà de cette irritabilité, de cette impatience, vous criez, vous êtes enragé rapidement pour des choses qui normalement ne devraient pas vous irriter. Vous savez, quand l'enfant a juste demandé à manger et que vous criez, ça ne va pas bien, quoi. Ça ne va pas bien.
Quand l'enfant juste dit, maman, je vais te parler et que tu cries, ça va pas bien. Il y a quelque chose qui va pas. Et si vous en arrivez à poser des gestes impulsifs ou bien à dire des paroles méchantes à vos bien-aimés, à ceux que vous êtes censés aimer, chérir, et vous savez, la violence psychologique, la violence physique sont des motifs de compromission de la DPJ, de la loi, inclus dans la loi sur la protection de la jeunesse, j'allais dire. Alors, tous ces éléments-là constituent des signaux d'alarme. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui, au moins une fois dans leur vie, ont ressenti ces choses? Est-ce que tu ressens ça en ce moment? Est-ce que tu connais quelqu'un autour de toi qui vit ce type de réalité? Ces signes sont des appels à l'aide. Ton corps est en train de dire, j'ai besoin d'aide. Et écouter ces signes attentivement, c'est déjà te protéger. C'est déjà protéger ta famille. C'est déjà protéger tes enfants. Maintenant, ma question pour toi, qu'est-ce qui, chez toi, te signale que tu es à bout? Comment ton corps réagit et te signale que tu es à bout? Chacun de nous devrait connaître, se connaître, savoir s'écouter personnellement et identifier les signes qui lui montrent que là, je suis à bout. Tu devrais pouvoir avoir ton thermomètre intérieur et savoir identifier quand tu es monté au rouge, en fait. J'ai un outil en clinique qu'on appelle thermomètre de la colère. C'est-à-dire, tu es capable d'identifier le niveau où tu es rendu et qu'il faut mettre un stop. Il faut que tu te retires, sinon tu risques de mal parler à l'enfant, tu risques de mal parler à ton époux, à ton épouse, tu risques de mal parler à un collègue, à un frère, à une sœur, et ce n'est pas nécessaire. Lorsque tu es capable d'identifier ça, tu peux te retirer et tu peux aussi avoir des exercices. Parfois, c'est juste d'être calme pour un temps et ta colère va baisser. Alors, qu'est-ce qui chez vous est un indicateur que vous êtes à bout? J'aimerais voir vos réponses dans le chat. Pour vous, qu'est-ce qui est un indicateur? Dans le chat, si vous pouvez me l'écrire, je vais lire, je vais voir le chat. Il n'y a personne ici qui va dire ça ne me concerne pas. Ça nous concerne, nous tous comme parents. Qu'est-ce qui chez vous indique que vous êtes un peu à bout? Et que si vous ne vous retenez pas, vous risquez de crier sur l'enfant, vous risquez de prendre la chicotte, vous risquez de déborder et de dire des choses inappropriées dans votre maison. Qu'est-ce qui chez vous peut vous faire, vous montre que ça déborde? Tu vois quelqu'un qui dit violent mot de tête, soudain, mal de tête. Qui d'autre a d'autres exemples? On veut que ce soit participatif, la team. Peut-être en identifiant pour vous, ça va instruire une personne. Qu'est-ce qui vous fait penser parfois que vous êtes à bout de fatigue, que vous êtes rendu irritable? La colère. Oui, la colère pour un rien. L'humeur. Quand tu dis l'humeur, c'est quoi dans ton humeur? Parce que l'humeur peut être la joie. Pression et tension montent. Absolument. Je me sens fatiguée, étourdie. Le silence. OK. Oh my God, le silence, c'est tellement bon. C'est mieux que tout. Ça, c'est bon, ça. En tout cas. Sauf que c'est un mal intérieur qui s'appelle aussi isolement. Ça fait monter la tension sur sur l'appareil, sur le tensiomètre. Généralement, lorsque je suis sur pression, je me sens fatiguée, douleur au cœur. Vous voyez, l'irritabilité. Merci beaucoup, Papa Clotaire. Voilà, merci pour vos partages. Je crois que quelqu'un ici qui ne savait pas
identifier, va réfléchir à partir de ce que vous partagez. La perte de la parole, oui, il y a des personnes que lorsque qui sont en bout, ils ne parlent pas. Ça ne veut pas dire que c'est moins dangereux que celui qui crie. La perte de la parole, oui. Les tensions, sauts d'humeur. Quand je commence à crier sur les enfants, sur une moindre question. Quand l'enfant a dit juste je veux manger et qu'on crie là, c'est grave. L'isolement, l'irritabilité. Parfait, merci beaucoup. Vous avez vraiment identifié des signaux d'alarme que notre corps nous envoie chacun à sa façon. Eh bien, lorsque nous avons reconnu maintenant ces signaux d'alarme, chacun selon comment son corps réagit, nous allons partir voir maintenant l'isolement et la solitude parentale. Un constat que j'ai fait au départ, c'est que pour les parents qui sont en Occident, généralement, l'isolement est une grande réalité. La solitude parentale, c'est une réalité. Et on reconnaît qu'on est dans un pays, pour ceux qui sont au Canada, je ne sais pas trop pour les autres pays, pour ceux qui sont au Canada, on sait qu'on est dans un pays où les afro-descendants immigrants arrivent et sont parfois sur le qui-vive. Parce qu'ils entendent qu'il y a des lois, qu'il y a du racisme, qu'il y a des signalements à la DPJ. Et puis parfois, les parents, au lieu d'aller à l'information pour comprendre la loi et savoir comment se tenir, vont rester sur des présupposés et demeurer sur le qui-vive. Et le fait de vivre sur le qui-vive, c'est comme juste vivre sur l'inquiétude permanente. Et ce n'est pas bon pour ta santé émotionnelle, psycho-émotionnelle. Ce n'est pas bon pour ta santé. Alors, l'isolement, les parents sont souvent reclus dans des ghettos. Le phénomène de la ghettoisation, c'est aussi ça l'isolement. L'isolement, c'est pas juste d'être reclus dans ta maison avec tes enfants. L'isolement, c'est aussi de ne pas être ouvert à l'autre dans un contexte multiculturel. Et c'est toujours à cause des présupposés qu'on se referme dans le contexte multiculturel. Vous allez voir quelqu'un qui vient du Cameroun, qui ne parle qu'au Camerounais, qui ne visite que le Camerounais. Vous allez voir quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire, qui ne rencontre que des Ivoiriens, qui ne s'ouvre qu'à un Ivoirien, ou bien des Africains qui ne restent qu'entre Africains, dans un pays où les Africains représentent 5% de la population. Ça, c'est le phénomène de la ghettoisation. Quand nous sommes arrivés au Canada, on a vécu à Montréal et on habitait dans un lieu où il y avait beaucoup d'immeubles, de blocs d'immeubles. Chaque immeuble pouvait avoir, je crois, 6 appartements. Et je peux compter comme ça environ 6, 7 immeubles. Et tous ces immeubles étaient habités en majorité par les Camerounais. Nous étions là. On a vécu à cet endroit 1 an et environ 4 mois. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais voyagé. Je n'étais jamais allée hors du Cameroun, quoi. J'ai compris que c'est un facteur qui nuit à l'intégration de vivre dans la ghettoisation. Ça prend une certaine ouverture d'esprit en contexte d'immigration pour pouvoir comprendre ce qui se joue, pour pouvoir comprendre les codes de la société d'accueil. Parce qu'on le veuille ou non, on vit et on est évalué socialement selon les codes de la société d'accueil. Lorsqu'on ne connaît pas ces codes et qu'on ne les applique pas, bah, on est vu comme quelqu'un d'anormal. On est vu comme quelqu'un d'anormal. On attire l'attention et le jugement sur nous, sur nos enfants, ainsi de suite. Donc, quand nous, on a compris ça, on a déménagé à cette époque-là à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, à cette époque-là, il n'y avait même pas beaucoup d'immigrants. Pas du tout. C'était pas facile pour les enfants. Je peux vous dire que la journée qu'on a déménagé, quand on est arrivé, il y avait une fête de quartier au loisir. Je suis allée avec nos enfants au loisir
Mais rendus au loisir, nos enfants ont refusé de descendre de la voiture. Ils ne sont pas sortis de la voiture. C'était une fête qu'on appelle la fête de blé d'Inde. Donc, juste le maïs bouilli, là, le maïs frais, et les gens du Québec mangeaient ça avec du beurre et du sel. Et j'ai amené les enfants, mais les enfants n'ont pas accepté de descendre de la voiture. Pourquoi? Parce que depuis 1 an et demi qu'on vivait à Montréal, dans notre ghetto, on ne fréquentait pas les autres et les enfants n'étaient pas habitués à se mélanger aux autres. Mais Lina, il faut avouer que c'était un choc, mais il fallait passer par là. Tout à fait. Parce que je dis souvent, quand on immigre, j'ai souvent dit, quand nous immigrons avec même nos mentalités, avec nos préjugés, on immigre avec tout. Mais si on arrive dans le pays d'accueil et qu'on ne peut pas s'intégrer véritablement, parce que Mme Lina dit là, c'était un fait vraiment réel. Vous arrivez, vous partez d'un pays peuplé de Noirs, mais vous arrivez dans un pays de Blancs, vous allez vivre toujours dans un pays, dans un quartier où ce ne sont que ces gens de cette race-là qui sont là. C'est comme si on n'avait pas encore immigré. Donc, les mêmes réalités, les mêmes faits sociaux, les mêmes vécus qu'on avait, ces mêmes faits qui se répercutaient. Mais on a vite fait de quitter ce milieu pour aller vraiment s'intégrer dans une ville où, comme elle dit, les enfants ont fait de sortir parce qu'on arrive dans une nouvelle ville où il y a peut-être 2 ou 3 familles L'Africain. d'Africains. Vous voyez un peu? Donc, où on les compte du bout de doigts. Et subitement, les enfants ont dit, oh, c'est comme s'ils venaient d'arriver au Canada. Pourtant, on avait déjà fait 1 an et demi au Canada. C'est comme s'ils venaient d'arriver au Canada. Mais il fallait passer par là. Eh bien, oui, l'immigration vient avec le choc culturel et c'était un phénomène appelé choc culturel, rien d'anormal. Rien d'anormal que les enfants se sentent ainsi, sauf que il faut vivre ce choc et le traverser. Il ne faut pas que ce soit un obstacle qui t'empêche de t'intégrer. Voilà. Donc, ce jour-là, les enfants ont refusé de sortir de la voiture. Ils sont restés dans l'auto, mais j'ai continué à persévérer et à les amener vers les autres. Dans cette ville-là, euh, ils n'avaient comme pas de choix parce que finalement, l'école dans laquelle ils sont inscrits, ils étaient les seuls enfants afrodescendants de cette école et ils devraient bien s'intégrer. Faisant face à la réalité, ils ont fini par s'intégrer. Ils ont fini par apprendre à vivre avec les autres. Donc, parfois, nous nous retirons, nous nous replions dans nos ghettos, entre nous. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'être entre nous. On s'entend. Mais je suis en train de dire que pour notre avantage, nous devons être entre nous, mais savoir aussi s'ouvrir à l'autre, savoir aussi aller vers l'autre, savoir s'intégrer dans la nouvelle communauté où nous avons immigré pour pouvoir en apprendre les codes pour pouvoir en apprendre davantage, puisque c'est là que nous vivons. Oui, nous sommes venus d'ailleurs, mais c'est là que nous vivons. Et on est appelé à s'épanouir pleinement là où nous vivons. Voilà. Je prenais cet exemple pour vous montrer, pour vous parler de l'isolement et ce que ça peut causer. J'ai évoqué donc la ghettoisation comme un phénomène social qui arrive automatiquement, c'est-à-dire naturellement, nous sommes portés à faire ça naturellement. Mais il faut juste surpasser ce qu'il y a de naturel en nous pour être intentionnel au niveau de notre intégration lorsque nous sommes dans une communauté. Et même dans nos pays, on peut voir les pays qui ont une diversité culturelle. Ça se fait aussi. Nous avons vécu à Douala en tant que Camerounais. Nous savons que c'est un pays très, très multiculturel à l'intérieur même du pays. Bah, tellement déjà, multiculturel au niveau de la langue, vous pouvez mettre 10 Camerounais ensemble. Ils sont obligés de se parler en français pour se comprendre parce que personne n'entend la langue de l'autre, en fait. On est tellement diversifié culturellement. Et aussi dans ce pays-là, on pouvait vivre les mêmes cas, d'être dans une ville métropole et ne partir que la réunion de son village, ne parler qu'avec les gens de son village. Donc, ce n'est pas nouveau lorsque nous arrivons en Occident et que ça se passe comme ça. C'est juste que naturellement, on est porté à aller vers ceux qui nous ressemblent. Naturellement, on est porté à faire ça. C'est naturel.
Mais puisque nous sommes intentionnels et nous savons pourquoi nous sommes là, nous devons aller vers les autres, n'est-ce pas, pour briser cet isolement et s'ouvrir à l'apprentissage. Et quand je dis apprentissage, je ne suis pas en train de disser les connaissances ou la culture d'un pays en haut par rapport à notre culture d'origine. Moi, je crois qu'on est entre les deux et on va devoir prendre le bon de tous les deux côtés et rejeter ce qui est à rejeter. Tout ce qui est dans ce pays d'accueil n'est pas bon, tout comme tout ce qui est aussi de là où nous venons n'est pas bon. Mais étant immigrants, nous pouvons prendre du bon dans ce que nous avons, dans ce que nous apportons, du bon dans ce que nous trouvons et juste mettre le tout à notre avantage. Eh bien, passé cela, je parlais donc de l'isolement. Et je disais que l'un des plus grands problèmes du stress parental, c'est la solitude qui s'exprime au travers de cet isolement. La solitude aussi au niveau de la charge parentale. J'ai une pensée pour les mamans monoparentales, vraiment qui vivent beaucoup plus cette situation, mais j'ai davantage une pensée pour les mamans qui sont dans des couples dysfonctionnels, des papas qui sont dans les couples dysfonctionnels et qu'il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de bonne relation entre couples, mais ils sont à la maison, l'un est comme le poids sur les épaules de l'autre, en fait. C'est-à-dire, on est dans un lit à deux, mais on vit la solitude pareil, en fait. Et c'est plus pesant. C'est toujours davantage, c'est toujours plus pesant. Donc, cette solitude-là n'est pas bon. Il est important de créer, de trouver des solutions pour enlever cette solitude. Beaucoup de parents souffrent en silence et n'ont pas de soutien, n'ont pas un endroit où ils peuvent s'exprimer, notamment d'un contexte canadien, québécois, comme celui où nous nous trouvons. Les gens sont sur le qui-vive, comme je disais tantôt. Un jour, j'ai fait une vidéo sur TikTok où je posais la question pourquoi les enfants afrodescendants sont les plus signalés à la DPJ et j'annonçais justement ces ateliers qu'on devait donner pour se sensibiliser mutuellement. Et allez sur mon TikTok, regardez cette vidéo-là et vous pouvez voir les commentaires, que plus de la moitié des commentaires, c'était comme c'est le plan de la travailleuse sociale là pour nous signaler. C'était ça, en fait. Vous voyez la méfiance. Donc, c'est-à-dire, ils ne pouvaient pas croire que une personne qui fait ce métier-là a vraiment envie d'aider. Moi, je me disais de mon côté, mon Dieu, s'ils pouvaient savoir que j'ai payé le prix de démissionner complètement de mon emploi dans le réseau de la santé pour pouvoir commencer ce travail, pour pouvoir me mettre du côté du parent. Si la personne pouvait le savoir, c'est qu'il ne le dirait pas. Mais préjugés, les personnes expriment ainsi leur peur. Il n'y a pas de blâme à faire là-dessus, mais les gens vivent sur le qui-vive. Les gens ont déjà trop vu des parents souffrir parce que, parce qu'elles se sont dévoilées. Les parents souffrir parce que, parce qu'elles ont subi un certain signalement abusif ou peut-être à raison aussi, si bien que on ferme tout. On ne demande pas de l'aide, on ne se fait pas aider, on ne se fait pas soutenir en fait. Et lorsqu'on voit même une main tendue, on a peur. On a peur. La crainte les prend. Pourtant, il faut bien que quelqu'un fasse ce travail. Il faut bien que quelqu'un travaille à la sensibilisation. Moi, je crois qu'il y a plus de douleur à être, à subir la loi parce qu'on méconnaît ce que ça dit que de tomber sur la loi consciemment parce qu'on a refusé de l'appliquer. Je crois qu'il y a la place à la sensibilisation. Alors, les parents se disent qu'ils doivent être forts. D'autres font pire. Je n'ai pas le droit de me plaindre. D'autres croient qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer, le droit de dire que j'ai besoin d'aide. Mais c'est faux. Dieu ne t'a pas demandé d'être un super-héros. Parfois, ta faiblesse, c'est la preuve que tu es humain, tout simplement. Ta faiblesse, c'est la preuve que tu es humain. Un parent qui se soutient d'autres parents ou bien un parent qui se laisse soutenir par d'autres parents. Un parent qui ose parler, demander de l'aide professionnelle.
ou communautaire devient un parent plus équilibré, plus aimant, plus humain. Un parent aussi qui donne son aide à l'autre parent. Et c'est cette atmosphère d'entraide, cette dynamique d'entraide qu'on aimerait créer. Maintenant qu'on a compris ce que c'est que le stress parental, la fatigue émotionnelle, on a compris les signaux d'alerte, allons regarder les stratégies d'auto-soin. Comment toi, comme parent, tu peux prendre soin de toi afin de prévenir tout ce qu'on vient de partager. La première chose, c'est prendre soin de toi au quotidien. Se reposer, ce n'est pas être égoïste. Qui ici a déjà pensé que si elle prend une sieste, c'est qu'elle est égoïste? Se reposer n'est pas égoïste, c'est se ressourcer pour mieux aimer les siens. Un parent fatigué n'a plus d'énergie pour donner, alors que le repos recharge son réservoir d'amour. Que quelqu'un me dit, répète dans le chat, le repos recharge le réservoir d'amour. Oui, tu veux aimer les tiens, mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et c'est ce que je veux te partager ce soir. Tu ne peux pas donner plus que ce que tu as. La deuxième chose, c'est d'apprendre à organiser ton temps. Apprendre à faire des blocs de temps personnels. Et c'est ce que j'appelle le time blocking parental, une stratégie de productivité. Accorde-toi chaque jour un petit bloc de temps dans ta planification, rien que pour toi. Je l'appelle aussi la discipline de la bienveillance. Pour ceux qui ont mon livre, La pratique de la discipline au cœur de ton succès, j'explique bien cette dimension, la discipline de la bienveillance. Et quand j'explique ça, j'aimerais vous faire comprendre. Ton corps est comme une balle. Avez-vous déjà vu, on parle de la balance? La balance, le genre qui a deux assiettes. La balance a deux assiettes. Supposons que ces deux livres-ci sont des assiettes d'une balance. Une assiette, c'est les il faut. Donc, tout ce que tu fais par obligation, je dois faire absolument ça, je dois faire, je dois faire. Et cette assiette, c'est ta discipline de bienveillance. Si dans ta planification, tu ne fais que mettre les il faut, un autre il faut, un autre il faut, un autre il faut, eh bien, ta balance pèse d'un côté et tu perds ton déséquilibre et la surcharge mentale arrive. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que pour une journée de 7 à 8 heures de travail, tu as besoin de 30 minutes de bienveillance pour, pour remettre l'équilibre. Parce que juste 30 minutes de bienveillance intentionnelle te recharge de l'énergie pour les 7 heures à 7h30 de travail que tu as effectué. Et tu reprends l'équilibre. Donc, alors que tu mets les il faut, il faut, il faut, pense à céduler ou à planifier dans ton agenda un acte de bienveillance pour toi-même, un temps égoïste pour toi-même, où tu prends soin de toi, où tu vas au spa, où tu fais quelque chose, pas nécessairement le spa. Moi, je dis le spa parce que j'aime le spa. Mais pour toi, ça peut être juste de prendre une pierre ponce et poncer tes pieds dans de l'eau tiède. Pour toi, ça peut être peut-être de t'asseoir et te coiffer même et manipuler tes cheveux. Pour toi, ça peut être juste d'aller, je ne sais pas trop, de te coucher et de dormir 30 minutes, faire une sieste. Pour toi, ça peut être aussi de sortir et de prendre l'air, prendre une petite marche, respirer. Ça peut être de pratiquer la respiration intentionnelle bien adossée sur une fenêtre et respirer à fond jusqu'à ce que ta respiration vienne des tripes. C'est différent d'une personne à l'autre. Ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait du bien? Ça peut être aussi de te faire une bonne salade, de manger vraiment ce qui te plaît, mais qui est toujours une chose dans l'assiette de ta bienveillance à chaque jour. Alors que tu chargeras les il faut,
Il faut que je fasse le lunch. Il faut que je donne le bain aux enfants. Il faut que je m'occupe de mon époux. Il faut que j'aille au travail. Il faut, avec tous les il faut, mets-toi quelque chose dans ton assiette de bienveillance. Permets-toi ce temps égoïste. Ça, c'était pour les blocs de temps personnels. Dis non sans culpabilité. Hum. Et là, c'est le danger de ceux qui souffrent de la dépendance affective. Y a-t-il quelqu'un ici qui a de la difficulté réelle à dire non? Tu es le genre de personne qui accepte tout à tout le monde, qui a une peur bleue de dire non à quelqu'un. Les urgences de tous les autres deviennent tes urgences. Finalement, ce que tu avais à faire même dans ta propre vie, tu ne fais pas. Tellement tu fais pour les autres. Dépendance affective. En réalité, tu n'aimes pas trop les autres. C'est que toi, tu as besoin d'amour. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'exprimer la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être considéré, la peur de ne pas être apprécié. Mais cette peur-là se cache derrière un pseudo-amour que tu veux donner aux autres, en fait. Et tu ne dis pas non. Donc, je voudrais que tu partes d'ici en te disant que certains oui que tu dis à certaines personnes, ce sont des non que tu te dis à toi-même. Certains oui, 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 oui que tu adresses à d'autres, à certaines personnes, ce sont des non que tu adresses à ta propre santé. Ce sont des non que tu adresses à ta santé mentale. Ce sont des non que tu adresses à ta famille, à tes enfants, en disant oui à un peu de tout. Et ce que je dis là, ce n'est pas pour encourager l'égoïsme ou l'égocentrisme. Je suis clairement en train de te dire que tu peux dire oui aux gens, mais ne laisse personne être le maître de ton agenda. Si une personne dit que, je ne sais pas quels sont les noms ici, je vais regarder les noms. Si une personne te dit, Alex, j'ai vraiment besoin de ton aide, viens me soutenir dans telle chose. Ce soir, maintenant, à 17 heures, Alex, si tu avais des choses prévues pour toi, sens-toi libre de dire à la personne, je serai disponible pour toi samedi à telle heure. Il a besoin de ton temps et c'est à toi de donner ton temps. Ce n'est pas à la personne qui a besoin de ton temps de gérer ton temps à ta place et de te dire quand est-ce qu'il veut que tu sois en train de faire tes choses pour lui. Ce manque de respect pour ton propre temps. Une personne qui respecte ton temps devrait pouvoir te dire, j'ai besoin de ton aide. Quand est-ce que tu seras disponible pour m'aider et te laisser choisir? Mais une personne qui te dit, ce soir même à 17 heures, j'ai besoin que tu sois là pour m'aider. C'est quelqu'un qui te manque du respect. Et si tu lui dis oui, tu es en train de faire des urgences de quelqu'un d'autre, des urgences. Tu es en train de dire non à toi. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est pas que je favorise l'égocentrisme, c'est juste je te dis, sois le maître de ton agenda. Sois le maître de ton agenda. Ensuite, lorsque tu vas dire ce non, dis-le sans culpabilité. Dis-lui, je suis désolée, je suis très occupée, mais je pourrais être disponible pour toi à tel moment. Là, tu es maître de ton agenda. Et à ce moment-là que tu as donné, aide la personne selon tes capacités, selon comme tu veux aider. Se reconnecter à ta source spirituelle. Beaucoup de personnes sont surmenées parce qu'ils ont un vide sous forme de Dieu. Beaucoup de personnes vivent le surménage parce qu'ils ont en eux-mêmes un vide sous forme de Dieu. Lorsque tu prends le temps à te connecter à ta source spirituelle, tu te recharges.
Parce que le temps qu'on donne à sa source spirituelle, c'est tout un temps de calme. C'est tout un temps de bienveillance. C'est tout un temps où on se recentre sur soi, on prend soin de soi, on connecte à qui on est véritablement. Et ça fait du bien au travers de tout le tralala des il faut, il faut, il faut, il faut. Alors, ce que je vous ai partagé aujourd'hui, mon coup de cœur, c'est de vous dire qu'il est important de dire non sans culpabilité. Ou alors, de demeurer maître de votre agenda lorsque les gens ont besoin de vous. Que personne ne vous dise, j'ai besoin de toi ici et maintenant, alors que ce n'était pas dans votre planification. Dites-lui, je serai disponible pour vous à tel moment, mais soyez maître de votre agenda. Parce que ça s'appelle le respect. La personne a besoin de vous parce que vous êtes discipliné pour développer les compétences qu'elle cherche chez vous. Elle vient vous imposer maintenant l'indiscipline et vous acceptez. Là, vous surchargez votre programme, vous ressortez avec des frustrations, charge mentale. L'organisation du temps, prendre soin de soi. Il y a des personnes ici au Canada qui sont dans des services et qui ont droit au PAE, des paiements d'aide aux employés, qui inclut parfois tellement de services de bien-être que nous, les afro-descendants, parfois, nous ne lisons rien dans nos contrats de travail, parfois, et nous ne sommes même pas au courant. Savais-tu que beaucoup de services de PAE, surtout pour ceux qui sont fonctionnaires, infirmiers, tout ça, savez-vous que vous avez le droit au massage gratuit, payé? Mais est-ce que tu as lu ton contrat de travail? Est-ce que tu as lu les avantages sociaux de ton travail? Beaucoup ont ces services. Savais-tu que parfois, tu as même les services d'un professionnel en privé? Je vous disais que j'ai une clinique d'intervention psychosociale. Savez-vous que pour certaines personnes, c'est payé par les paiements d'aide aux employés? C'est-à-dire l'écoute dont tu as besoin. Tu n'as même pas besoin de t'aligner dans une liste d'attente au CLSC parce que c'est payé. Parfois, c'est ça. On a droit à ces services au niveau de nos professions et on n'est pas au courant parfois. Ou alors, on est au courant et on ne les utilise pas parce qu'on ne considère pas que nous avons le droit de prendre soin de nous. Nous croyons que nous sommes nés pour les il faut, il faut, il faut, il faut. Les je dois, je dois, je dois. Pas de bienveillance. Savais-tu que tu peux acheter ton sel d'Epsom? Tu coules ton bain, tu achètes ton bain mousseux, tu mets là, tu rentres là-dedans, tu passes ton 30 minutes pour décharger. Qu'est-ce qui te fait du bien? Savais-tu qu'en couple, vous pouvez vous organiser vos massages, vos soins d'ongles, des petites choses comme ça là, pour changer un peu d'air par rapport à tout l'état de il faut, il faut, il faut, il faut. Toi qui as la piscine derrière ta maison, l'as-tu visité, la piscine? Parfois, nous n'y prenons pas garde et ça favorise ces problèmes de charge mentale parce qu'on n'assure pas la discipline de la bienveillance. La discipline de la bienveillance est une grande clé pour mettre un terme à la charge mentale. Et lorsque tu te reconnectes à ta source, tu te recentres sur l'essentiel. Tu te rappelles que tu n'es pas seul, que tu es soutenu, que tu as un Dieu. Dieu ne demande pas que tu sois un parent parfait.
Il t'appelle son enfant. Alors, prendre soin de toi, c'est important pour mieux prendre soin des autres. Tu veux prendre tes enfants, soin de tes enfants, prends l'habitude de prendre soin de toi. Ainsi, tu serais en train d'enseigner quelque chose de substantiel à tes enfants, à être désormais des mamans pour tes filles. Elles deviendront des mamans qui savent prendre soin d'elles et elles sauront prendre soin de leurs enfants. Prendre soin de toi, c'est enseigner des leçons de bienveillance à tes enfants. Il ne faut pas tout montrer aux enfants que je suis la maman trop forte. Aller marcher, appeler une amie, écrire pour décharger ce qui est dans la tête. Moi, j'écris beaucoup de livres, mais j'ai toujours écrit depuis mon jeune âge, parce que c'était ma seule façon de décharger ce que j'avais dans ma tête. Comme je vous ai raconté mon histoire, étant enfant d'une maman qui est finalement tombée dans le problème de santé mentale, nous étions stigmatisés. On n'était pas droit, on n'avait pas le droit d'avoir des amis. On était comme des enfants à ne pas visiter. Et moi, j'avais mes cahiers. Je vivais le mutisme, mais j'écrivais pour me vider. Les gens me voient écrire beaucoup de livres, comme j'écris, et on peut se dire, pourquoi elle écrit beaucoup? J'ai toujours écrit. Même dans mon enfance, j'écrivais pour me vider. J'écrivais, c'était ma seule façon de m'exprimer. Mais ça aidait à décharger la charge mentale. Ça s'appelle la thérapie par l'écriture. Il est bon de prier. Il est bon d'apprendre à déléguer. Ne soyez pas la femme forte, l'homme fort, l'homme qui ne doit pas se fatiguer parce qu'il est un homme. Délégué. Ça s'apprend. Dans la Bible, notamment dans Matthieu 11, 28, Jésus disait, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Alors, pour conclure, je dirais, il est bon de reconnaître les signes de fatigue mentale, émotionnelle. C'est déjà commencé à guérir. Tu dois te souvenir que tu n'es pas seul. Demande de l'aide avant de t'épuiser. Commence à demander de l'aide dans ta propre maison, à ton époux, à ta femme, à tes enfants, à tes amis. Demande de l'aide. Demande de l'aide professionnelle. Utilise tes PAE, utilise les services. Va au milieu communautaire. Viens dans le jardin des parents. Va au centre d'écoute Renaître. Contacte le centre d'écoute Renaître. Dis que tu as besoin d'écoute. Une intervenante sera tout de suite disponible pour toi. Le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ne te culpabilise pas quand tu te reposes. Tu as le droit d'être fatigué. C'est la preuve que tu es humain. Et si tu veux aller plus loin, rejoins nos prochains ateliers du Jardin des parents ou bien parle à un membre de notre équipe. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon époux et moi, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes plusieurs couples. Nous sommes en fait trois couples qui travaillons dans le cadre de ce Jardin des parents. Il y a mon époux et moi. Il y a Sandra et Grégoire, papa Clotaire et maman Épiphanie. Le réseau Ta Seconde Chance International, c'est un groupe de leaders. On est nombreux au centre d'écoute. Nous avons beaucoup d'intervenantes disponibles pour vous écouter, pour vous soutenir lorsque vous avez besoin d'écoute. Un parent soutenu est un parent disponible et plus bienveillant. Et si tu as besoin de l'aide professionnelle, tu peux contacter la Charisma Clinique d'intervention psychosociale ou bien aller au CLSC de ton quartier. Merci à tous pour votre écoute. Merci, merci beaucoup, maman Lina.
merci pour ton exposé. Et je vais revenir sur l'histoire de Jean. Les mains levées, on va le prendre tantôt. Si on va revenir sur l'histoire de Jean, qu'on a vu tantôt pour ouvrir, n'est-ce pas, notre partage de ce jour, à la fin de mon histoire, je vous avais dit, JB pouvait nous dire maintenant le vrai leadership parental, c'est d'être un refuge, pas une tempête. Et tout à l'heure, quand Maman Lina présentait dans les stratégies d'auto-soin et de prévention, elle a parlé d'un point qui a été pour moi très important, dont nous ne devons pas négliger. Parce que quel que soit le cas, nous avons un créateur, nous avons celui-là qui nous a créés, qui a un plan parfait pour nous aider à sortir de toutes ces, pour nous aider en tant que parents, en tant que leader de nos familles, à sortir de de toutes ces charges mentales qui nous amènent souvent à vociférer, à crier sur nos enfants. Elle a parlé du point sur se reconnecter à la source spirituelle. Ça nous renvoie, elle a parlé d'un verset biblique aussi. Jésus qui demande de lui apporter nos charges, nos fardeaux, lui va les rendre légers. Parce que notre Bible également ne, ne traite pas beaucoup de problèmes émotionnels, mais en fait pas quand même. Parce que être parent, c'est une mission qui exige, n'est-ce pas, et qui est parfois très épuisante, comme on l'a vu tout au long de notre partage. La Bible ne parle pas directement du stress parental, mais elle aborde, n'est-ce pas, les émotions humaines, la charge du cœur et la fatigue liée à nos responsabilités. Parce qu'en tant que chef de famille, celui qui doit jouer le rôle de couverture de sa famille, il y a ces problèmes, il doit pouvoir gérer ses émotions. Et ces charges du cœur, ces émotions humaines, ces fatigues liées à la responsabilité dont la Bible dit, on peut avoir quelques vérités bibliques là-dessus, hein. Pour ceux qui lisent la Bible, on a Proverbe 12, verset 35, verset 25 qui dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Qu'est-ce que ça veut dire, chers auditeurs? C'est que le stress émotionnel peut affaiblir, mais l'encouragement restaure. Dans mon histoire, JB avait besoin d'un encouragement. Il avait besoin d'être restauré. C'est pour ça qu'à la fin de mon histoire, il est allé demander de l'aide. Dans le psaume 94, verset 19, il est écrit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Ça veut dire tout simplement quoi? Que Dieu offre une paix intérieure face à notre agitation mentale. On a dit qu'il faut se connecter tout à notre source spirituelle. Et elle a répété le verset de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. C'est Jésus qui parle dans la Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Jésus nous invite en tant que parents, n'est-ce pas, épuisés, à se reposer en lui. Il est celui-là qui nous redonne le repos. Reconnectons-nous à notre source spirituelle lorsque nous sentons des charges de cœur, des charges émotionnelles. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, il est écrit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendrez grâce en toutes choses à notre Dieu. Ça nous dit quoi, mes chers auditeurs? Une attitude spirituelle peut aider à traverser les moments de surcharge. Connectons-nous toujours à notre source spirituelle.
Alors, ça signifie quoi en d'autres termes pour terminer? Que le stress parental, tel que nous avons vu dans tout notre enseignement tout à l'heure, peut être lié, on nous a dit, à la solitude dans le rôle éducatif, à un manque de reconnaissance ou de soutien, à la culpabilité ou le sentiment d'échec. Mais la Bible nous appelle dans des cas pareils et nous dit, Dieu voit et comprend les luttes de notre cœur, puisque c'est lui qui nous a créés. Il renouvelle nos forces. Il renouvelle les forces de ceux qui espèrent en lui. On peut le voir dans Ésaïe 40, verset 31. Il accompagne les parents dans leur mission comme un père parfait. Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonnera jamais. Merci, Maman Lina. Je vais te repasser. Il y avait beaucoup de mains levées. C'est le moment maintenant du partage des échanges. Eh bien, merci beaucoup pour cette contribution, Papa Guéroger. Euh, je vais donner la parole à Christine, qui est une intervenante. Je crois que c'est Christine l'intervenante avec nous ici. C'est notre intervenante pour le Centre d'écoute Renaître. Christine, si c'est toi, prends la parole. Et si c'est une autre Christine, bienvenue. C'est bel et bien moi, Coachina. Bon, merci beaucoup pour le partage, c'est très édifiant. Et je voulais simplement exhorter les parents à prendre au sérieux tout ce qui a été donné comme suggestion. C'est très capital en ce sens que un parent qui vit du stress émotionnel, qui vit la charge parentale lourde, l'impact sur l'enfant peut être très grave. Les enfants, généralement, vont développer facilement l'anxiété. Tu vas entendre des troubles anxieux, diagnostic de troubles anxieux. Et comme culturellement, nous avons l'habitude de nier que c'est l'affaire des autres, c'est jamais l'affaire de nous. Mais tu vas voir plus tard que l'enfant qui est anxieux, il va facilement devenir très protecteur. Il va devenir parentifié. Et les actions qu'il va poser ne sont pas nécessairement parce qu'il a compris le cri que tu as mis sur lui, c'est parce qu'il a peur. Et son besoin émotionnel n'est pas comblé. C'est ainsi que plus tard, il devient dépendant affectif. Pas plus tard, il est déjà dépendant affectif avec ce genre ce genre de comportement-là. Sauf que toi, le parent, tu ne le lis pas, tu ne le sais pas, tu ne comprends pas. Mais ce sont des choses que l'impact plus tard devient très grand. Et si l'enfant ne suit pas des thérapies pour se remettre, euh, dans un couple, il ne va pas s'en sortir facilement. La violence conjugale va s'installer très facilement et c'est ce genre d'enfants, que ce soit filles comme garçons, qu'on les tue dans les ménages parce que ils ont cédé à tellement de choses et puis ils peuvent face à filmer. Donc, j'exhorte vraiment les parents à mettre en pratique tous les conseils pour prendre soin d'eux-mêmes, pour pouvoir également prendre soin des enfants, répondre à leurs besoins. Parce que quand le besoin de l'enfant n'est pas répondu dans son milieu familial, il va aller chercher ce besoin-là ailleurs et ce qu'on va lui donner ne va pas nécessairement être la bonne information ou bien la bonne chose à faire. Généralement, tu vas voir, tu restes à la maison tranquille pour ceux qui développent peut-être un lien d'attachement insécure ou bien désorganisé. Tu vas voir que l'enfant qui vit le repli sur soi, un peu comme Papa Guy a dit au début, l'enfant qui vit le repli sur soi, il n'exprime pas son besoin dans la maison. Tu le vois comme un enfant peut-être calme, apparemment calme, mais ses dégâts dehors sont très chaotiques. La police, tu vas juste rester à la maison, la police cogne à ta porte un matin pour dire, euh, on vient chercher tel enfant pour X, Y chose. Tu vas mettre les mains sur la tête. Pourtant, le stress parental qui a engendré ça, parce que tu n'as pas répondu à ses besoins et par peur, il n'exprime plus ses besoins, il cherche à combler autrement ailleurs et il va combler mal ailleurs et les conséquences, les dégâts vont se produire. Donc, voilà un peu en résumé ce que je voulais euh, mentionner.
et encourager les parents à mettre en pratique tout ce qui a été dit. Merci. Merci beaucoup, Christine. Justement, c'est pour protéger nos enfants, c'est pour mieux éduquer nos enfants que nous parlons de ces sujets. Ce que nous vivons déteint sur nos enfants, même si nous ne nous en rendons pas compte. Et lorsque ça ne va pas bien à la maison, lorsqu'un parent porte la charge mentale, le parent n'est pas disposé et disponible pour ses enfants. Et quand tu n'es pas disposé et disponible pour tes enfants, ton enfant cherche la ressource, cherche l'amour ailleurs, en fait. Ça arrive chez les jeunes filles qui vont se donner très rapidement au jeune homme, à quelqu'un qui va dire je t'aime assez rapidement. Elle va vite tomber entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'à la maison, le cœur de maman, de papa, c'est pas disposé. Ils sont tout trop surchargés, toujours en train de tourner la colère, un cas de tout. Et parfois, c'est difficile pour l'enfant de rester comme ça. Tout être humain ayant besoin d'amour, parfois, l'enfant va aller chercher l'attention ailleurs, chercher l'amour ailleurs. L'enfant va aussi exprimer ce refoulement. L'enfant refoule des choses quand il ne s'exprime pas mieux dans un cadre familial. L'enfant va aller se défouler, par exemple, dans la cour de l'école, sous forme de crise, sous forme de crise de colère, sous forme de coups donnés. Et parfois, vous n'allez pas reconnaître votre enfant qui est en train de changer. Parce qu'en réalité, vous vous dites, j'ai rien fait pour que cet enfant change. C'est plus moi qui porte tout ici, c'est plus moi qui souffre et tout. Mais sauf que tu oublies que pendant que tu portais tout, tu n'étais pas disponible pour l'enfant. L'enfant ne vivait pas la joie. Tu ne transmettais pas, tu communiquais pas la joie à l'enfant, tu communiquais pas l'amour. Et l'enfant, lui, se sent pas aimé dans cette situation, refoule, refoule, refoule. Et vous savez, les enfants qui vivent en contexte de colère comme ça, là, ne s'ouvrent pas à leurs parents. Ils ne se confient pas à leurs parents. Et c'est dangereux d'avoir nos enfants qui ne se confient pas à nous. D'accord? Voilà, merci beaucoup. Merci Christine pour cette contribution. Maman Raymond, bienvenue à notre rencontre. Je te donne la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir maman Lina, bonsoir papa Guy Roger. Comme j'ai dit, vous savez que, en tout cas, je défends les jeunes, les parents et tout ça. Comme j'ai dit là, vraiment, les jeudis là, je ferai l'effort de me connecter tout le temps. Mais je suis venue à la fin, mais je voulais savoir si tu as parlé de l'adaptation des parents. C'est vrai que souvent, quand tu nous as fait la formation sur ah, les, le mot m'échappe. L'étape de croissance, ou bien même avant ça, on a parlé de l'intersectionnalité. Mais cette intersectionnalité, ça vient aussi avec les parents. Parce que je suis parent immigrant, je suis parent camerounais, je suis pas Bassa, je suis Bafoussam, je suis whatever, whatever. Ça aussi, pour être deux présidentes de deux écoles actuellement, je suis confrontée à cela et aujourd'hui, on avait une rencontre avec notre centre de service scolaire et tous les organismes du milieu. Et il disait que ça, c'était une problématique parce qu'on avait reçu Alliance, que tu connais, avec de la commission Madame Laurent, pour venir essayer de parler au directeur des établissements pour quand il voit une situation compliquée, faut pas qu'il se précipite tout de suite pour appuyer le piton de la DPJ. Heureusement que c'était fait par un homme noir, un ancien travailleur social. Mais ça aussi, c'est très, très important. Est-ce que le parent, ben, je vais utiliser, parce que comme je dis, c'est pas là au début. Maman Lina, est-ce que le parent fait une mise à niveau? Ça, c'est un. De deux. Pourquoi les parents, là, tu as vu que, non, que tu as parlé du PAU, c'est une très bonne, c'est une très bonne information. Est-ce que les parents, eux aussi, souvent, ils mettent leur argent où est-ce qu'il faut? Parce que souvent aussi, comme on nous dit que tous les services sont gratuits, par exemple, si on fait une évaluation d'un enfant à besoin particulier, et que non, que au CLSC, tu as tant de temps, mais il faut que tu payes, c'est juste un exemple, peut-être à la clinique de Maman Lina ou bien à Douglas, pour que l'évaluation de ton enfant aille plus tôt. Et puis après, de toutes les manières, ça te fait rembourser. Je sais que j'ai des questions. En fait, c'est parce qu'on est en plein dedans. Troisième chose, je sais que non, pour ne pas aussi que le parent soit stressé.
que ce soit un PSI, que ce soit un plan d'action, que ce soit un plan d'intervention. Mhm. Comme j'ai dit, j'étais arrivée au milieu. Est-ce que les parents prennent connaissance de tous les outils qui sont à leur portée? Je sais que tu nous envoies une balle perdue pour dire qu'on ne lit même pas nos contrats, mais aussi, ça, c'est quelque chose que j'aimerais dire aux parents ici parce que quand on reçoit déjà, on a reçu tous Mosaïque, la communication est arrivée. Donc, je suis sûre que Papa Guy Roger a déjà reçu la convocation de Sandra, de Nadia, tout ça. Mais qui annonce la rencontre des parents, est-ce que les orientations qui sont dedans, parce que je pense que, maman Lina, si tout le monde en prenait le temps de lire un peu, ça va faire descendre notre stress. Et comme ce que Christine dit, on va jamais tomber parce que souvent, ce que je rencontre beaucoup, des cas de DPJ, toujours, oh oui, les gens sont contre nous, les gens, c'est parce qu'on est des Noirs. Mais est-ce que les parents font leur devoir? Donc, voilà mes trois questions. Parce que c'était vraiment, comme j'ai dit là, et puis dans la salle, je suppose que c'est comme ça que tu étais. Il y avait un travailleur social noir, mais lui vient de la commission de Laurent. Il y avait moi, une enseignante de Cavalier-Larsal, et puis deux hommes. Tout le reste, c'est que des blancs. Pourtant, on ne va pas me dire qu'ici, là, il n'y a pas des gens qui sont qualifiés. Donc, voici un peu, parce que je parle de ça, parce que si on lit nos affaires, le stress va diminuer. La dernière fois, tu as vu, j'ai pas donné l'exemple. Tu as laissé faire Nadia. Nadia m'a appelé. Elle m'a donné les informations. Pourtant, j'étais en plein porte-à-porte. Quand j'ai vu ça, elle dit non, c'est pas moi, Lina, c'est Nadia. Mais c'est parce que tu as créé une certaine autonomie qui enlève un stress sur toi, qui fait que Nadia est capable de m'appeler pour me demander des informations personnelles pour compléter son projet. Donc, en fait, voici mes questions. C'est parce que, comme on sait que bientôt il y a la rencontre des parents, demain tu vas voir que c'est juste un exemple. Je sais plus moi. Allah qu'elle va venir te dire, ou Karine, ah, maman Lina, oui, tu as vu, ils ont donné, ils ont appelé la DPJ, ou bien on dit que mon enfant, quoi, ou bien mon cher. Souvent là, c'est vraiment important, parce qu'aujourd'hui, tu mets l'enfant sur les parents. Les parents, même là, ils n'ont jamais atterri de l'immigration. Merci, maman Lina. Merci, papa Guy Rocher. En tout cas, Maman Raymonde, merci. En tout cas, merci pour l'humour que tu mets dans tes questions, pour des choses toujours plus intéressantes. Il y a des choses que si on veut ouvrir ici, on passerait toute la soirée ici, mais c'est sûr que dans ce sujet de fatigue émotionnelle, euh, j'ai évoqué quand même un peu les questions d'intégration sommairement, pas beaucoup, sommairement. La fois dernière, on a parlé de l'intersectionnalité, on a parlé de l'implication des parents beaucoup la fois dernière dans le jeudi surpassé là. Et par rapport à ta première question, déjà au niveau j'allais dire de la responsabilité personnelle. Parce que ce que tu m'as posé comme dans la première question, c'est en lien avec la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle a pour opposer la victimisation. J'ai écrit un livre dessus, comment passer de la victimisation à la responsabilisation. Oui, les gens parfois ne sont pas des chauffeurs au volant de leur voiture en contexte d'immigration. Ou bien on ne priorise pas un certain nombre de choses par méconnaissance. Il y a la part de la méconnaissance. Tu sais, maman Raymond, j'ai été intervenante en milieu communautaire à l'intégration des personnes immigrantes pendant 5 ans, notamment à la maison de la famille des Mascoutins, qui est un pôle d'accueil des personnes immigrantes au Canada, financé par le MIFI, par le ministère de l'Immigration. On ne l'appelle plus MIFI aujourd'hui. À notre époque, on l'appelait MIFI. Voilà. Et je peux te dire que il faut comprendre la situation des personnes immigrantes à partir de la pyramide de Maslow. Beaucoup de personnes immigrantes arrivent ici et se rabaissent au niveau des besoins de base. Ou bien mettre tout leur focus sur les besoins de base. Souvenez-vous d'un adage qui dit chez nous qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. C'est vrai. L'information passe par l'oreille, maman Raymond. On s'entend.
Donc, la bouche Mhm. est celle qui réclame le plus lorsque le ventre est affamé. Et la plupart de nous, en tant qu'immigrants, nous arrivons ici, nous nous focalisons rapidement sur les besoins de base. C'est quelque chose de normal quelque part, parce que c'est la chose qui vient naturellement. Naturellement, on va répondre à son besoin de base avant les autres choses. Tout ce qui relève du psyché, tout ce qui relève de l'intellect, ça se fait intentionnellement. On ne le fait pas naturellement. Si quelqu'un veut me prouver le contraire, qu'elle me dise qui l'a déjà motivé pour qu'elle mange. Quand tu as faim là, chaque jour, qui te motive pour que tu manges? Personne. Mais quand tu dois faire tes devoirs, les grands devoirs intellectuels, euh, s'occuper des enfants, faire tes choses, faire tes travaux intellectuels, parfois tu dis, je manque la motivation. Nous tous, on dit souvent des choses comme ça. Pourquoi tu veux la motivation? C'est juste de te cacher dans une excuse de motivation. Ces choses-là ne se font pas avec la motivation, ça se fait intentionnellement. Or, les parents arrivent et se focalisent sur les besoins de base, c'est-à-dire ce à quoi la chair se dirige naturellement et oublie le côté du développement intentionnel. Voilà pourquoi on ne part pas chercher l'information. Moi, j'ai travaillé, comme je dis, à l'intégration des personnes immigrantes et j'avais en charge l'éducation de la personne immigrante au moment de l'intégration. J'organisais les activités collectives pour donner toute l'information, tout ce qu'une personne immigrante va savoir quand il arrive dans un pays, au Canada, au Québec. Ça, c'était mon travail. Et je peux te dire que ce que je voyais dans ces activités-là, c'était les réfugiés parrainés par le gouvernement qui étaient sous l'aide sociale. Pourquoi? Parce que s'il ne vient pas à cette activité-là, on ne va pas lui donner son chèque d'aide sociale. C'était une condition. On va pas, si je faisais le rapport qui n'était pas à ces ateliers, il ne recevait pas son aide sociale. Mais tous ceux qui étaient résidents permanents, tu ne les vois pas dans ce genre de choses. Ils sont en train de chercher le dollar. Le dollar, le dollar, le dollar et le poids des charges financières ne les laisse pas, tu vois. Et coup, après le dollar, comme parent, et parfois la partie information est perdue dans ce lot. Et lorsque la partie information est perdue dans ce lot, ce n'est pas facile pour un être humain de dire que c'est ma faute. Je ne me suis pas informé. J'ai manqué de connaissances. C'est plus facile de dire que il y a trop de racisme parce que ça pointe le doigt à l'autre. C'est plus facile de dire ce genre de choses. Il y a trop de racisme ici, il y a trop de stigmatisation, il y a trop de... Mais je ne suis pas en train d'excuser le racisme mais parce qu'il peut en avoir. On s'entend. Il peut vraiment en avoir. Mais même s'il y en a, c'est à nous de prendre notre place. Ça ne nous excuse pas. Ça ne nous donne pas l'obligation de nous enfermer et de prendre cela pour excuse pour ne pas prendre notre place. Et pour prendre notre place, l'information, la connaissance en fait partie. Nous devons savoir les lois de ce pays. Nous devons savoir la loi de l'instruction scolaire ici dans ce pays parce que c'est ce qui s'impose à nous avec l'école de nos enfants. Nous devons savoir la loi de la protection de la jeunesse. Nous devons savoir les droits de la personne. Nous devons savoir toutes ces choses-là qui s'imposent à nous. C'est notre obligation, n'est-ce pas? Nous ne Oui, pouvons pas nous battre contre les lois. Nous devons les savoir et les appliquer. effectivement. Donc, au niveau de l'information, parfois nous sommes fautifs parce que nous n'allons pas à la recherche de l'information. C'est vrai, nous avons beaucoup de défis, défis des factures. On est déraciné d'un pays vers l'autre, on vit le choc culturel et tout ce que ça comporte, mais ça reste nos défis, c'est à nous de le faire. C'est à nous de les surmonter. Maintenant, la victimisation. La victimisation, c'est la porte facile pour pointer le doigt à l'autre sans regarder notre propre responsabilité. Tu as dit que lorsque les parents viennent à la DPJ, est-ce qu'ils connaissent les ressources? Oui, parfois aussi les parents connaissent les ressources et ne les utilisent pas. Parfois, d'autres sont complètement dans l'ignorance. C'est très mitigé.
C'est très mitigé. Il y a parfois d'autres qui disent que même moi, j'ai grandi, mais mon père n'avait pas besoin de courir après moi pour que j'aille à l'école. Alors, je ne courais pas après mes enfants. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut trouver. Il y en a qui ne sont jamais allés à la réunion de l'école, à la réunion à la classe de l'enfant, en fait, qui ne savent même pas le nom de l'enseignant, qui n'ont jamais répondu au courrier d'un enseignant. Il y en a des personnes comme ça qui n'ont jamais regardé l'agenda. Qu'est-ce que tu veux? Mais notre but ici, ce n'est pas de prendre la chicotte, c'est de comprendre que les personnes ont des défis et de nous sensibiliser mutuellement. De dire, quand tu ne comprends pas, pose les questions. Quand c'est plutôt difficile pour toi, sens-toi soutenu dans ce lieu. Donc, c'est pour ça qu'on est là et aucun parent, qu'aucun parent ne se sente jugé. Mais si tu vois que tu as un défi quelque part, écoute dans le son de ma voix une porte de soutien, tout simplement. Une voix qui te dit, tu peux demander de l'aide. Une voix qui te dit, tu es capable de faire mieux. Écoute juste ça ce soir. Merci, maman Raymond. Merci beaucoup. En fait, quand j'ai posé les questions, puisque souvent, pas la clientèle, j'étais en train de parler comme dans les centres de service. En fait, toutes les personnes qui se connaissent sont sur plusieurs territoires. C'était pour les amener à eux-mêmes aussi faire une réflexion. Donc, ton approche était vraiment ça. Parce que là, on est en début d'année et ces ateliers sont bienvenus parce qu'il y a la communication des parents qui vont arriver. Faudrait pas qu'ils disent que non, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Et même, comme je veux dire que même quand tu te retrouves dans la situation même, je veux dire même chaotique, où tu es à la DPJ, parce que si moi, j'ai eu 2 cas aujourd'hui où on dit ils ont enlevé les parents, les enfants, la DPJ a enlevé. Mais est-ce que souvent c'est parce que la DPG fait forcément enlever les enfants parce que il est important de savoir que c'est pas un service de répression, c'est un service de protection. Bref, c'était pas pour parler de la DPG, mais c'était pour amener les parents à comprendre parce que comme ce sont les directeurs d'école qui ont parlé de ça, qu'ils ont des défis même avec les parents. Donc les parents doivent aussi, et aussi s'ils ont l'information, il faut qu'ils comprennent que comme ce que ça va même alléger leur stress aussi. Parce que c'est un défi. Malheureusement, pour les réfugiés, il y a un levier. Mais pour les parents qui sont ici, qui sont soit résidents canadiens, c'est eux-mêmes qui fatiguent beaucoup plus. Parce qu'effectivement, je comprends qu'il y a les factures, mais ils peuvent trouver des moyens d'alterner. Parce que de toutes les manières, à la fin de la journée, quand tu vas leur demander, ils vont te dire qu'ils ont immigré pour les enfants. Ça, c'est la phase standard. En tout cas, merci pour tes réponses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça recentre le débat. Nous disons, nous tous, que nous avons immigré pour nos enfants. J'ai une question que je te laisse avec, avant que Papa Guillaume ne conclue cette activité. Où est parti ton projet de départ? Es-tu toujours là pour les enfants, très centré dessus? Donc, c'est à chacun de nous de répondre. Merci. Merci, merci beaucoup, Maman Lina. Merci pour ce moment. Nous espérons, chers auditeurs, que vous avez été servis ce soir. Le leadership parental, en fait, ne se mesure donc pas à l'autorité qu'on impose, mais à la paix qu'on inspire dans notre famille. C'est une posture de cœur, le leadership parental. Un engagement quotidien à guider nos enfants avec sagesse, à écouter avec bienveillance et à corriger avec beaucoup d'amour. Tout au long de notre partage, nous avons abordé tous ces points-là. Et nous espérons que toi, le papa, toi, la maman qui est ici aujourd'hui, tu repars avec beaucoup de bagages. Gérer ses émotions, c'est reconnaître ses limites, sans honte. Oui, sans honte. C'est choisir, n'est-ce pas, la douceur là
où le stress pousse à la dureté. C'est aussi de se rappeler que chaque parent est aussi un être en chemin, appelé à grandir. Il doit être un parent entraîneur et non un parent entraîné. Il doit être un parent entraîneur, pas autoritaire, mais un parent entraîneur avec douceur. Dans les tumultes, dans les tempêtes de notre vie familiale, le parent leader est donc celui-là qui sait s'arrêter, respirer, prier même et repartir avec une vision vraiment renouvelée pour sa famille. Car c'est dans le calme du cœur qu'est naît vraiment la véritable force du foyer. Le jardin des parents, c'est notre mission. De partager avec vous chaque 2 jeudis par mois sur tous ces points qui minent nos familles, soit vie de couple, vie de parents avec les enfants, en ce qui concerne le leadership familial. Vous avez été nombreux à vous connecter aujourd'hui, comme à l'accoutumée. Le jeudi sur prochain, nous serons le 24 octobre. Ce sera un autre jour, un autre partage, une autre rencontre riche en beaucoup de choses vécues ou à vivre. Nous allons rendre grâce en tout temps à notre Dieu qui nous a donné cette plateforme au niveau du réseau Ta Seconde Chance afin de partager avec les parents du Canada et du monde entier. Avant de terminer, nous allons incliner la tête 1 minute pour prier chacun dans son cœur pour ce qui lui vient à cœur pour lui en tant que parent et pour ses enfants. Prenons quelques secondes de silence pour prier nous-mêmes dans notre cœur. Merci à notre Dieu pour ce moment. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci de nous fortifier en tant que parents, de continuer à nous soutenir parce que la famille, c'est ton œuvre. Le jardin des parents est là pour servir, est là pour une mission que tu nous as confiée. On se revoit jeudi le 24 octobre, quand il sera 20 heures, heure de Montréal. Soyez bénis tout le monde. Jeudi prochain, S'il s'il plaît plaît, à Dieu, nous nous aurons notre responsable du centre d'écoute Renaître avec nous. Elle va vous parler, elle va vous parler au moins d'un exemple de cas qu'ils reçoivent dans le centre d'écoute pour vous encourager à utiliser ces services qui sont complètement subventionnés et offerts par le réseau Ta Seconde Chance International. Vous avez juste à utiliser. Merci. Bonne soirée à tous.